Secrète Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Trek au long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secrète Planète. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Il est 18h03 et nous allons donc démarrer notre conférence dédiée ce soir donc au Seven Volcanic Summit. Je vous propose de passer donc à notre présentation. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient présents, mais nous avions parlé donc des Seven Summits. Les Seven Summits sont les sommets, donc le sommet le plus haut de chacun des 7 continents. Et donc, à ce titre, de gauche à droite, donc de l'Amérique vers l'Océanie, donc on a le Denali comme le plus haut sommet donc d'Amérique du Nord, la Concagua pour l'Amérique du Sud, le Kilimandjaro donc en Afrique, l'Elbrus pour l'Europe. Hein, ce n'est pas le Mont Blanc, c'est donc l'Elbrus dans le Caucase et plus précisément, enfin pas loin de la Géorgie, mais il est situé en Russie. L'Everest, bien évidemment, pour l'Asie, la pyramide Carstens pour l'Océanie et donc le mont Vinson en Antarctique. On a bien nos 7 continents et donc les 7 plus hauts sommets. Et bien donc là, on va parler donc des Seven Volcanic Summits. Et donc là, le Denali pour l'Amérique du Nord est remplacé par un volcan qui s'appelle donc le Pico de Orizaba, qui est situé au Mexique. La Concagua donc laisse sa place à l'Oros del Salado, situé d'ailleurs pas très loin, mais au Chili, donc de l'autre côté de la frontière. On retrouve le Kilimandjaro pour l'Afrique. On retrouve l'Elbrus aussi pour l'Europe. Pour l'Asie, eh bien, c'est le Damavand qui est situé donc en Iran. En Océanie, sur l'île de Nouvelle-Guinée, mais dans sa partie est, c'est-à-dire indépendante, qui s'appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on retrouve le mont Giloué. Et puis enfin, donc en Antarctique, c'est le mont Sidley qui remplace donc le mont Vinson. Donc, les Seven Volcanic Summit, c'est quoi? Donc, c'est un challenge qui a en fait été imaginé, contrairement à ce que disait d'ailleurs l'invitation. Donc, il n'a pas été réalisé en 99, mais il a été imaginé en 1999 dans l'esprit des Seven Summits. Et donc, l'idée, comme je disais, c'est de gravir le plus haut volcan, en fait, de chacun des 7 continents. Il y a une attention qui a été donnée à la définition de ce qu'était un volcan pour faire partie de ce challenge. Donc, ce sont de véritables centres volcaniques éruptifs, voilà, en sommeil ou actifs, pour la plupart donc en sommeil. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des amas de lave secondaires. Et il doit avoir une proéminence topographique d'au moins 1000 pieds, c'est-à-dire 300 mètres. Et ce challenge a en fait été réalisé pour la première fois donc en 2011 par 2 personnes avec l'ascension qui est, vous allez voir, probablement la plus lointaine et la plus onéreuse, qui est celle du mont Sidley, qui est désormais possible depuis une quinzaine d'années, mais ça ne fait pas tant de temps que ça qu'en fait on est capable de faire l'ascension du mont Sidley donc en Antarctique. Et on pense qu'il y a moins d'une cinquantaine de réalisations qui ont été faites à ce jour. Et on parle de quelques Français, tout au plus. Alors, pourquoi les Seven Volcanic Summit? Bon, d'abord parce que c'est un fabuleux voyage qui part donc du Mexique, qui passe par le Chili, le Caucase, la Tanzanie, l'Iran, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont on parlait, l'Antarctique. Ce sont des sommets qui sont beaux, euh, plutôt accessibles physiquement, on va le voir, avec très peu de difficultés techniques. Et donc, dans une logique de progression du moins exigeant, on va dire, au plus exigeant, physiquement, financièrement, et puis il y a ceux qui malheureusement ne sont pas accessibles pour des raisons géopolitiques. Je vous propose de vous les présenter dans cet ordre-là. Donc d'abord le Kilimandjaro, donc en Afrique, à 5895 mètres, qui est donc un grand classique que tout le monde connaît. Ensuite, on a le Pico de Orizaba au Mexique à 5636 mètres, qui est un sommet relativement facile, on va dire, à grimper, bon, sachant que 5600 mètres,
nécessite quand même quelques runs d'acclimatation. On reverra ça dans quelques minutes. Ensuite, on a donc l'Oros del Salado, euh, qui est probablement le plus gros morceau à 6 893 mètres, donc comme je disais au Chili. Ensuite, le mont Giloué, donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, enfin, en termes là, plutôt économiques, le mont Sidley, donc en Antarctique. Et puis, comme je disais, malheureusement, comme vous devez vous l'imaginer, le Damavand en Iran n'est pas accessible actuellement et l'Elbrus en Russie ne l'est pas, ou en tout cas pas pour les candidats, on va dire, européens. Donc, si on commence par le mont Kilimandjaro, j'arrête juste mon partage 2 secondes pour voir si de votre côté, il n'y a pas de questions et si tout va bien, parce que quand je suis en plein écran, je ne peux pas voir en fait si tout va bien, mais j'ai l'impression, j'ai pas de remarques, le son a l'air de passer, donc je repars sur ma présentation. Donc on disait le mont Kilimandjaro, donc presque 6 000 mètres quand même, situé donc en Tanzanie, donc pas vraiment de difficultés techniques hein, sur ce sommet. Ceci dit, bon, et peut-être parce que justement, pas mal de débutants s'y attaquent, c'est un des sommets quand même les plus accidentogènes au monde. Le MAM, c'est le mal aigu des montagnes, dont vous savez qu'il peut prendre 2 formes dans sa forme la plus extrême, qui est l'œdème pulmonaire ou l'œdème cérébral, qui peuvent être mortels. Et donc, on a tendance à privilégier évidemment cette ascension sur 7 jours. Il y a 5 ans, donc ça permet quand même une acclimatation relativement confortable. Vous savez que dans la théorie, l'acclimatation nécessite de ne pas avoir un dénivelé supérieur entre 2 nuits de plus de 400 mètres au-delà de l'altitude de 3 000 mètres. On est à peu près dans cette moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, si vous dormez à 4 000 mètres au camp 2, il faut essayer de trouver un camp 3 qui est aux alentours de 4 400, 4 500. On peut se permettre de faire une plus grand dénivelé, mais dans ces cas-là, on va passer 2 nuits pour que la moyenne reste bien aux alentours de 400, 500 mètres. Donc sur 7 jours, on a quand même une bonne acclimatation, mais enfin, ça décoiffe quand même, surtout qu'en général, c'est un peu le premier sommet d'altitude. Il y a donc plusieurs voies possibles pour atteindre le sommet. Donc la Machamé, qui est la Marangou, la Rongaille, qui sont parmi les plus connues. On peut le faire aussi en traversée. Nous, on aime bien la Machamé, qui est belle, qui est classique et dont le profil justement de montée en altitude nous semble favorable. Voilà. Donc après, l'idée, évidemment, c'est que quand on a passé 7 jours sur cette montagne, bah, c'est un peu dommage de reprendre l'avion pour rentrer tout de suite. Et donc, on a plusieurs idées autour des expéditions. On est en train de travailler sur une trilogie avec le mont Kenya et le mont Stanley dans les Ruwenzori, donc en Ouganda, donc qui permet de faire les 3 plus hauts sommets d'Afrique. Sachant que le mont Kenya propose en fait 2 sommets, la pointe Lenana, qui est la plus connue, qui est à 4 985 mètres et qui est un sommet de trekking, et un sommet dont on entend moins parler et qui fait que justement le mont Kenya culmine à 5 199 mètres, qui est donc la pointe Batian et qui nécessite plus de technique là pour le coup. Donc, c'est une durée totale, si on fait que l'ascension donc de 11 jours. Oui, et puis évidemment, il y a les safaris dans le Serengeti ou dans le cratère du Ngorongoro, qui sont évidemment des expériences magnifiques, en particulier lors de la Grande Migration, donc plutôt l'hiver chez nous, pour le Serengeti, où en fait les troupeaux migrent de la Tanzanie vers le Kenya, vers le Masai Mara. Donc c'est un beau moment pour aller visiter cette région du monde. Donc, durée 11 jours, je disais, la période, c'est à peu près toute l'année, sauf de mars à mai. Ça se fait donc bien l'hiver, justement, au moment du safari dont on parle. Ça se fait aussi bien l'été. Pas de difficulté particulière, si ce n'est quand même l'altitude, et il faut avoir donc un bon niveau sportif, c'est-à-dire un bon entraînement sportif. Voilà. Et on est sur un budget qui est l'un des plus doux, on va dire,
de ce programme global des Seven Volcanic Summit, puisqu'on est à peu près à 5 000 euros, tout compris, pour boire compris. Donc ensuite, comme promis, ben, on passe au Pico de Orizaba, donc 5636 mètres au Mexique. Donc je disais presque plus accessible parce qu'on commence un peu plus haut, le premier refuge de Piedra Grande, qui n'est pas très très loin de la dépose par la route, est à 4270 mètres. Mais enfin, ça fait quand même une sacrée ascension. L'acclimatation se fait sur les volcans donc avoisinants, notamment le Nevado des Toluca à 4700 mètres, dont on atteint le sommet. L'Itzahuatl, c'est le moment le plus difficile de cette présentation parce que les sommets, les volcans mexicains finissent tous en Huatl et il faut le prononcer évidemment de la meilleure façon possible. Là, on est à 5230 mètres et puis l'assez connu Malinche qui lui culmine à 4420 mètres. Donc tout ça, ça permet d'arriver à Piedra Grande plutôt dans des bonnes conditions d'acclimatation et puis après, on a une grosse journée donc pour atteindre le sommet que l'on voit ici. On en profite aussi pour voir les sites Toltec de Teotihuacan, non loin de Mexico, et puis le temple sacré de Tepoztlán. Et puis évidemment, si on a le temps, ben, il faut en profiter pour voir un peu plus de Mexique et la péninsule du Yucatan, notamment ces sites mayas extraordinaires, ainsi que les cénotes, et qui sont ces trous rempli d'eau. Et puis toute la côte est absolument merveilleuse et très sauvage, contrairement à ce qu'on croit. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelques sites qui sont touristiques, mais en fait, finalement, quand on choisit bien sa période, on ne rencontre pas grand monde. Et puis évidemment, plus au sud, vers le Guatemala, le Chiapas, avec des temples perdus dans la jungle. Donc, le Pico de Orizaba, si on ne fait que le programme que nous proposons, sa durée est de 15 jours. On a une magnifique lagune. La période, c'est d'octobre à novembre, et puis avril. Et là aussi, bon, ben, la difficulté, c'est quand même l'altitude. Mais bon, pas de niveau technique, c'est du trek, il y a un peu de crampons sur le glacier, mais c'est très léger, on va dire. Et voilà, donc il faut avoir un bon niveau sportif, et on est sur un budget qui tourne autour de 6 000 euros. Alors ensuite, on passe au plus gros morceau de cette sélection, la des Seven Volcanic Summit, avec l'Oros donc d'El Salado, qui est le plus haut volcan du monde, à presque donc 7000 mètres. C'est presque le plus haut sommet d'ailleurs d'Amérique latine, hein. Il est seulement dépassé par la Concagua de quelques mètres, puisque on parle quoi de 70 mètres, hein, puisque la Concagua est à 6962 mètres. Donc, c'est une ascension en 5 jours, avec 2 camps. Et c'est vrai que tel qu'il est proposé sur une quinzaine de jours, vous allez voir, ça nécessite une acclimatation quand même très rapide. Alors, certes, sur des sommets avoisinants, comme ceux qui sont cités ici, le Cerro Siete Hermanos à 4700 mètres, le Mulas Muertas à 5600, le San Francisco à 6100, il n'en reste pas moins que des expériences récentes montrent que c'est quand même assez rude comme stress hypoxique. Et donc, bon, donc l'idéal pour ce sommet, soit on a une énorme caisse et puis tout se passe bien en termes d'acclimatation sur les jours qui précèdent. L'idéal pourrait être d'arriver un peu acclimaté. Donc c'est la même période en fait d'ascension que la Concagua, donc pourquoi pas enchaîner un Concagua et puis derrière le Rosel Salado, c'est très proche, ça permet de mutualiser le vol, ne serait-ce que ça et de faire quelques économies là-dessus. Et puis surtout, ça permet d'arriver bien acclimaté pour ce sommet. Sinon, il y a ce refuge Margherita qui est donc dans le Mont Rose, en Italie, dans les Alpes. Il ne faut pas l'oublier puisque lui est à 4554 mètres et ça peut permettre, et d'ailleurs pour plein d'autres sommets, ça peut être une bonne idée
le week-end ou 15 jours précédant votre départ sur même un Kilimandjaro, eh bien d'aller faire un tour dans ce refuge et de passer une nuit à 4554 mètres. Ça permet de lancer justement le processus de fabrication de globules rouges qui vont fixer l'oxygène et vous permettre de vous acclimater. Petit point théorique sur le sujet. En fait, le processus de fabrication de globules rouges met une semaine à se mettre en marche. Ça veut dire que globalement, quand on va au Kilimandjaro et l'ascension dure à peu près une semaine, ça veut dire qu'on n'est que en stress hypoxique et que c'est uniquement quand l'ascension est terminée que les globules rouges commencent vraiment à se produire et donc à mieux fixer l'oxygène. Ça veut dire que si on a démarré ce processus une semaine à 15 jours avant, eh ben, ça permet effectivement, là pour le coup, d'arriver bien acclimaté. Donc ça peut être une bonne idée. Le problème ici, c'est que le refuge Margarita est ouvert, en tout cas euh, comment dire, avec un accueil, quoi. C'est que l'été. Donc ça veut dire que l'hiver, qui est la période d'ascension de Rosel Salado, ben, il faut monter au refuge Margarita. Voilà, qui est donc fermé. Donc, il y a une petite partie qui est ouverte l'hiver. C'est un peu plus compliqué comme, voilà, à mettre en place. Mais y penser quand même. Bon, après, d'autres possibilités d'acclimatation. Le message, c'est vraiment que voilà, le Rosel Salado à 7000 mètres euh, nécessite de trouver quelques solutions pour arriver le mieux préparé. Sinon, c'est quand même très difficile. Donc, comme je le disais, c'est 16 jours. La période novembre à février, donc l'été austral, même période en fait que, encore une fois, que la Concagua. Les difficultés bah, sont l'altitude, c'est un niveau, on va dire, difficile et c'est le sommet le plus difficile du challenge. Il faut compter un budget donc de l'ordre de 7000 euros. Ensuite, ben, on part en Océanie, sur le mont Gilway, à 4368 mètres, donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quand la pyramide Carstens, donc, qui est le plus haut sommet d'Océanie, se trouve dans la Papouasie indonésienne, l'ancienne Irian Jaya, donc dans l'autre partie de l'île de Nouvelle-Guinée. Donc pas de difficulté technique, si ce n'est une montée qui est relativement rapide. Il y a un trail d'acclimatation qui permet donc d'arriver au camp de base et puis d'atteindre le sommet. L'ascension se fait sur une seule journée. On propose donc dans ce programme une ascension complémentaire du mont Wilhelm, qui est le plus haut sommet de Papouasie-Nouvelle-Guinée à 4509 mètres. Et puis évidemment, bah, en termes d'inspiration, si on peut le faire l'été, profiter peut-être pour aller dans les Highlands, aller visiter le Sepik. Tamera est un des bons spécialistes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et on y va en particulier l'été, en août, voire en septembre, à des moments de fête qui sont absolument éblouissants, notamment le Hagen Show et le Goroka Show. Bon, donc ça, c'est pour ceux qui ont du temps et un peu de budget. Donc, on parle d'une durée de 16 jours à peu près, donc avril à novembre, comme je disais. Si on est hors été, c'est-à-dire avril-mai et septembre-octobre, on a un accompagnement francophone, avec un de nos spécialistes d'ailleurs de ce pays. Mais l'été, il est occupé principalement sur les festivals dont je parlais avant. Voilà. Mais sinon, l'été, ça se fait très bien avec un guide local pour peu que vous soyez un peu anglophone. Et voilà, la difficulté donc d'un niveau sportif. Et puis, on est sur un budget de l'ordre de 15 000 euros. Donc, on continue maintenant en accroissement de budget avec le mont Sidley, donc à 4285 mètres en Antarctique. Donc, on y accède en fait par le Chili, par Punta Arenas, avec un vol qui nous emmène sur cette base qui est assez fameuse pour ses expéditions antarctiques, qui s'appelle Union Glacier. Et de Union Glacier, donc, on a un vol dans un petit avion, un Twin Otter, qui dépose donc au pied du mont Sidley. Donc, pas de difficulté technique, à la différence du mont Vinson, où on a quand même des parties bien raides, surtout sur le summit push. Mais en revanche, on a le froid polaire
de cette région, même si on est à la période la plus favorable, puisque c'est l'été austral. Mais enfin, il ne reste pas moins qu'on peut être vite à moins 30. Et quand on voit d'ailleurs le nuage là, que vous avez devant vous, si en plus le vent se lève, on peut avoir des effets, voilà, des effets, on dit wind chill, qui peuvent amener la température à moins 30, moins 40 assez facilement. Donc ça, c'est quand même un vrai enjeu. Il faut être évidemment équipé. C'est une ascension sur 2 jours avec un high camp. On atteint en Pulka, donc Pulka Crampon. On en profite pour faire des balades avant de s'envoler pour le mont Sidley autour de Union Glacier, comme je le disais. Et puis selon la météo, si on a un peu de temps, on peut faire deux, trois petites choses autour du Sidley. C'est évidemment un des sommets les plus isolés de la planète. Et puis, si on a l'ambition par exemple, de Seven Summit ou d'atteindre le pôle Sud, ben, c'est vrai que c'est une occasion. Bon, là, le budget enfle encore, mais il permet quand même, dans de bonnes conditions économiques, de pouvoir faire le Mont Vinson ou le pôle Sud en même temps, et donc de profiter de toute la logistique jusqu'à Union Glacier. Donc, pour le Mont Sidley tout seul, on est sur une durée de 18 jours. La période, c'est donc décembre à janvier. Les difficultés, bon, donc il faut être d'un bon niveau sportif. Évidemment, il y a le froid et le budget, effectivement, qui est quand même très important, qui est de l'ordre de 77 000 euros. Ensuite, ben, on va parler du mont Damavand, même si pour l'instant, ça semble compliqué d'aller en Iran. Donc, 5 610 mètres, c'est un beau sommet, c'est une belle montagne, beau volcan semi-actif, donc comme on le voit ici en forme de pyramide. Le club alpin iranien y a disposé des refuges qui sont très sympas. Puis c'est dans une ambiance, voilà, c'est dans une ambiance agréable, intelligente, de culture, enfin telle que euh, nous le démontrent chaque fois que nous sommes là-bas les Perses, les Iraniens, malgré donc un régime compliqué. Donc pas de difficultés techniques sur ce sommet. C'est une ascension qui se fait sur 3 jours, donc avec 2 camps. Et on en profite pour faire une acclimatation sur quelques sommets avoisinants, qui sont donc le Laj Garak à 4 250 mètres et l'Alamkou. Et puis, bah, quand tout ça, ça s'ouvrira, effectivement, le rêve, c'est de pouvoir en profiter pour aller à Shiraz, Persépolis, Ispahan, Téhéran, de faire un petit peu de culture et puis d'aller à la rencontre de nos amis iraniens. Donc là, on parle aussi de 2 semaines à peu près. La période la plus favorable, c'est l'été. Pas de grosses difficultés techniques comme on le disait, donc un bon niveau sportif. Et puis, on est sur un budget de l'ordre de 7 000 euros. Voilà, alors je vous propose de conclure avec bah, le mont Elbrouz à 5 640 mètres, qui est donc le plus haut volcan donc, d'Europe et qui est situé, comme je disais, dans le Caucase, donc en Russie, à la frontière géorgienne. Et donc, nous, on le fait par le versant nord, qui est bien plus beau et plus sauvage, quand le versant sud propose même des remontées mécaniques. Euh, voilà, donc moins intéressant. C'est là, ce sommital, c'est un summit push, donc une dernière journée qui est très longue, 17 heures quand même en aller-retour. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir quand même une très bonne forme physique. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux bosses. En fait, il y a un sommet est et un sommet ouest. Le sommet ouest est celui qui est à droite sous mon texte. Et c'est lui donc, dont on fait l'ascension. Donc, c'est une ascension qui se fait sur 5 jours avec un high camp. On va faire quelques rotations d'acclimatation bah, au-dessus du high camp. Et puis, l'un des enjeux de ce sommet, c'est la météo qui peut être assez capricieuse. Et voilà, et quand elle n'est pas de la partie, bah c'est, vu la durée relativement faible de présence sur place, bah c'est un sommet qui peut parfois devenir un peu plus compliqué à faire.
On sent quand même les ambiances d'altitude sur ces images. Donc, la durée théorique, c'est 12 jours, hein, France-France. Donc, la période, c'est l'été. On peut le faire à ski de rando aussi, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Donc, difficulté, c'est un niveau difficile, on peut dire, et c'est probablement le second sommet le plus difficile donc, de ce challenge, avec un budget qui est assez accessible, puisqu'on parle de 4 000 euros, vol compris, hein. Les budgets que je vous donne ici comprennent les vols et les pourboires. Voilà. Euh, donc, bah, l'enjeu là, comme vous l'avez compris, c'est que bon, aller en Russie, c'est quand même pas extrêmement euh, recommandé pour les Européens à cette période. Bon, certains y vont, mais nous, on ne peut pas vous l'organiser. Pour voler, en fait, en Russie, il faut passer par Turkish et par Istanbul pour atteindre Moscou. Et puis après, l'aéroport de Miniraldi, Voldi. Voilà. Donc écoutez, on a fait le tour donc des Seventh Volcanic Summit. Donc en synthèse, vous l'avez compris, ce sont des sommets qui sont plutôt accessibles physiquement. Enfin, je veux dire, on n'a pas comme dans le cas des Seven Summit, on n'a pas l'Everest par exemple, ou le Denali, qui sont quand même des sommets plus compliqués. Euh, Physiquement, voilà. Et techniquement, quand même, sur la partie de la pyramide sommitale de l'Everest, à partir de 8000, il y a quand même quelques enjeux. Là, il n'y a quasiment pas d'enjeux alpinistiques. On est sur des durées relativement courtes, ce qui a un avantage, c'est que ça se fait assez bien dans un planning professionnel. euh, mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, 15 jours, ça peut faire court. On l'a vu sur le Rose del Salado, par exemple, pour monter à des altitudes de 6000, 7000 mètres. Ce sont quand même des altitudes raisonnables, tout est relatif, hein, mais voilà, on n'est pas au-dessus de 7000. On est sur un budget de l'ordre de 120 000 euros si on prend l'ensemble de ces 7 sommets, mais les deux tiers, en fait, sont pour le mont Sidley. Donc, tout sauf le mont Sidley, on est plutôt sur un budget de l'ordre de 45 000 euros. Les environnements naturels, culturels, faunistiques sont magnifiques. L'intérêt, c'est qu'effectivement, très peu de gens l'ont réalisé à ce jour. Et puis, ben, la difficulté, c'est le problème d'accès pour l'instant à la Russie et à l'Iran. C'est vrai d'ailleurs pour la Russie, pour les Seven Summits actuellement, ou pour ce qu'on appelle le Grand Chelem, qui est en fait les Seven Summits plus le pôle Nord, pôle Sud, puisque le pôle Nord, de ce fait, n'est plus trop accessible, puisqu'on passe par une base russe qui est voilà, située à 110 km à 1 degré du pôle Nord. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez maintenant plein d'informations pour participer à ce challenge. Je vais regarder si vous avez quelques questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Alors, on a le plaisir d'avoir Laurent d'ailleurs avec nous qui a fait donc le Rose del Salado en février dernier. Et donc, on le remercie d'ailleurs pour ces images. Puis, ça nous a permis justement de bien comprendre, Laurent qu'on connaît bien pour avoir fait quelques expéditions ensemble. On a bien vu les enjeux, voilà, les enjeux complexes de ce sommet, et notamment en termes d'acclimatation. Et Laurent s'est extraordinairement bien débrouillé. Voilà, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Alors. Marc, quand tu dis sans difficulté technique, il faut quand même une expérience de cordée ou d'alpinisme. En fait, quasiment pas, hein. Alors, de cordée, oui, mais bon, c'est quoi? C'est quelques jours de stage d'alpinisme pour quand même connaître deux, trois nœuds, enfin, d'ailleurs, principalement le nœud de 8 double, hein, qui permet de s'encorder. Bon, puis il faut avoir un tout petit peu de culture, voilà, de culture de l'encordement, peut-être. Voilà, mais il n'y a même pas d'enjeu vraiment de crevasse. Non, il y a quelques glaciers, donc il faut pouvoir marcher avec des crampons, des bâtons. Il n'y a même pas besoin de piolets. Il y a peut-être une corde fixe, d'ailleurs, sur la fin de l'Oros del Salado. Mais globalement, non, il y a vraiment pas d'enjeu technique du tout, du tout. Donc ça se fait bien pour des bons trekkers. Et puis voilà, puis il faudrait se faire un petit stage d'alpinisme de 3 ou 5 jours pour se mettre un peu toutes les, enfin, les bases
en tête. Donc voilà, donc vraiment pas de sommet technique, accessible à de bons trackers en bonne forme physique, donc avec voilà, une bonne condition. Le Rosel Salado, l'Elbrus, voilà, nécessite un entraînement quand même, hein, mais vraiment très accessible. Alors oui, sur les sujets d'acclimatation et effectivement la courte période, ben, c'est ce que j'expliquais. C'est vrai que il faut laisser du temps au corps pour s'habituer à l'altitude si on ne l'a pas préparé avant l'ascension. Comme je l'expliquais, la physiologie du corps humain fait qu'il faut minimum une semaine pour que le stress hypoxique se transforme en une production de globules rouges qui va mieux fixer l'oxygène. Donc, pour peu qu'on laisse le temps, comme disent nos amis de l'IFREMON, peu qu'on laisse le temps au corps de s'habituer, eh bien, tout se passe bien. Donc il faut du temps. Bon, ça veut dire qu'effectivement, toutes les ascensions qui se font sur une semaine sont des ascensions un peu pièges auxquelles il faut faire un peu attention. Donc, soit on a la possibilité de faire une préacclimatation, ce qui est possible aussi en chambre, hein, puisqu'il y a des tentes à oxygène. Enfin, bon, on peut vous parler de tout ça peut-être dans un autre séminaire où vous pouvez m'appeler, on pourra en reparler. Donc, il y a la possibilité de faire de la préacclimatation en tente et hypoxie, donc chez vous. Il y a la possibilité, ça c'est franchement génial, d'aller sur le Mont Rose, comme on le disait tout à l'heure, et de dormir donc à 4500 mètres une semaine à 15 jours avant votre projet. Et puis, il y a la possibilité de faire des combos. Par exemple, on pourrait imaginer de démarrer par l'Orizaba au Mexique et puis après de descendre au Chili pour faire le Rose del Salado. C'est sûr que quand on a 5-6 000 mètres dans les pattes, une semaine, 10 jours, voire 15 jours avant, bon, on est quand même mieux. Après, c'est vrai aussi que ça finit par prendre un petit peu de temps. Laurent qui nous confirme qu'à l'Elbrouz, la météo peut être très capricieuse. Absolument, ouais, en général, ce sont des fenêtres très courtes, beaucoup d'orages, et donc faut être prêt à partir à ce moment-là. Quand est-ce que l'Iran va s'ouvrir? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai évidemment pas tellement de réponse. Ce qui est vrai, c'est qu'on avait beaucoup de départs jusqu'en 2019, en fait, hein, et qu'à partir de 2020, il y a d'abord eu le- la pandémie, et puis derrière, on a vu ce qui s'en est suivi, d'abord avec des grandes manifestations assez violentes. Vous vous en souvenez sûrement il y a 2 ans, et puis là, avec ce qui se passe au Proche-Orient, il est malheureusement pas question d'y aller. Pour la Russie, comme je l'expliquais, bon, voilà, l'enjeu, c'est qu'on est toujours à la merci, quand on est là-bas, d'une décision euh, de Poutine ou d'autres, et que donc on peut pas prendre ce risque, enfin, d'être pris en otage au sens figuré du terme. Enfin bon, on peut supposer que ce ne serait que figuré, mais enfin voilà, d'être dans une position qui serait inconfortable. Donc encore une fois, nous, on ne peut pas l'organiser. Maintenant, voilà, on a des clients d'autres nationalités qui continuent à y aller via nos services locaux. Eh bien voilà, les amis, bah, je pense on a fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, ça a été un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Maintenant, vous savez ce que sont les Seven Volcanic Summits. Ça peut être un beau challenge, ça peut être aussi une façon eh ben, de partir, d'avoir une bonne raison pour partir de chez soi, voilà, 15 jours par an, peut-être pendant 7 ans, ou alors peut-être d'en faire deux sur une année, deux qui sont plus raisonnables. De toute façon, il faut prendre votre temps, puisque, encore une fois, la Russie et l'Iran, c'est pas pour tout de suite. Donc, je vous souhaite une belle soirée à tous alors, et à très bientôt. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.